Et tout cela, Française, Français, c'est grâce à vous. Notre route est droite, mais la pente est forte. La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne. La guerre continue. C'est la réforme oui, la chienlit non. La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France. Fais les valises, on rentre à Paris. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Je vous demande de vous arrêter. Nous avons décidé de ne pas mentir. La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet. Ça, c'est une autre façon de faire de la politique. Si vous voulez appeler ça comme ça. Alors, quoi de neuf, quoi de neuf? La République, c'est moi. Jean-Pierre Foubert et Olivier Notal sont toujours en route vers la lointaine Bruxelles, en passant peut-être un peu par Strasbourg. Au fil de ces proches européennes, ils rencontrent des députés européens bien sûr, de farouches défenseurs de l'Europe, mais pas toujours de la même Europe d'ailleurs. Et puis bien sûr, plus l'échéance approche, des candidats déclarés. Pour les listes, rien n'est encore vraiment figé. Alors rappel pour les auditeurs, les élections européennes en France se dérouleront le 26 mai 2019 en un seul tour, afin d'élire les 79 députés européens représentant notre pays au Parlement européen. Alors aujourd'hui, cap à gauche, avec un représentant du Parti communiste français. Bonsoir d'abord aux représentants. Bonsoir à vous. À Divergence, nous avons reçu Nicolas Cossange, qui est le conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui est le secrétaire départemental pour l'Hérault du Parti communiste français. C'est le secrétaire depuis mai 2016. Et il est même membre du Conseil national de ce parti. Avec lui, nous avons parcouru un peu de l'histoire de ce mythique parti ouvrier, fondé en 1920, Jean-Pierre, lors du congrès de Tours, de la section française de l'Internationale ouvrière. Aujourd'hui, nous reprenons notre conversation avec Jean-Luc Bou, candidat pour le Parti communiste aux européennes, conseiller municipal de la ville de Sète, entre autres. Cet Aveyronais, fils d'un ouvrier plâtrier carreleur et d'une mère qui est alors serveuse dans le restaurant familial de ses parents, est fier de ses origines, je crois. Professeur au lycée Joliot-Curie de Sète, il est un pur produit de l'école de la République, de la maternelle à Rieux-Pérou, à l'Institut des études politiques de Toulouse ou à l'Université de Toulouse, le Mirail, et il étudie l'histoire. Jean-Luc Bou est aussi marié à une Sétoise, Catherine Poveda, professeure agrégée de portugais. Nul doute que sur les chemins des européennes, il s'intéresse aussi à notre région, mais aussi au futur de nos villes départementales. Il dit, je le cite, « Vous savez, à Sète, on descend tous de la montagne, comme moi, dit-il, ou du bateau, comme ma femme. Si on est tous sétois, c'est parce que l'on est tous d'ailleurs. » Alors nous l'interrogerons sur le drame permanent pour les migrants qui se joue là, devant nous, chez nous, dans la Méditerranée, si belle depuis la plage de la Corniche. Au menu du jour, un peu de tout, c'est comme dans les tiels. Alors merci Jean-Luc Bou d'être avec nous. Alors j'espère que ce petit portrait rapide vous convient. Il est parfait. Vous êtes bien Aveyronais. Je suis bien Aveyronais. C'est toi. C'est toi. Il y a un petit oubli d'une douzaine d'années. Je suis passé par Lille. Vous avez été au nord. Voilà. C'est le bonheur de l'éducation nationale. On vous dit faites 3 vœux. J'avais dit Toulouse, Montpellier, Bordeaux. On m'a dit Lille, Roubaix, Tourcoing. Remarquez, il paraît que c'est un bien beau pays aussi, les Hauts-de-France. Alors, puisque personne ne nous écoute, je peux vous le dire, et aucun Sétois n'écoute, ce sont peut-être les années les plus heureuses de ma vie. J'en garde un souvenir très, très précis, très ému, et je dois être le seul Sétois à passer régulièrement mes vacances à Lille. Ah oui, mais il paraît que c'est une très belle région. Et puis, Jean-Pierre Foubert, je crois qu'il connaît depuis Dunkerque cette région. Alors non, je la connais plus précisément depuis Valenciennes. Depuis Valenciennes, voilà. Oui. Excusez-moi. Même très exactement, pour les amateurs de football, Kievrechin, qui est la partie française de Kievrin, qui est, vous connaissez tous l'expression outre Kievrin. Bon, d'accord. Voilà. Alors écoutez, on va parler
pas que du Nord, on va parler du Sud, bien sûr, et surtout de cette ville de Sète, et puis de toute la région, de département, de la région Occitanie, qui est votre fief, et puis de votre candidature, et surtout, on reviendra avec le Parti communiste français. Je vais laisser la première question à Jean-Pierre Foubert. Oui, alors d'abord félicitations sur le fait que vous soyez membre de cette liste du Parti communiste français. Juste une question, c'est pas un petit peu dommage que, alors que vous avez fait une union jadis avec ce qui s'appelle désormais France Insoumise, que maintenant il y ait deux listes, c'était une espèce de fracture. Je dis pas que c'est de votre faute, hein, mais je sais qu'il y a toute une histoire, etc. C'est pas un petit peu dommage quand beaucoup de candidats de diverses listes de gauche souhaitent éventuellement une union, pas forcément après le premier tour. Il y aura qu'un seul tour, donc les unions ne pourraient se faire qu'au sein du Parlement européen. C'est pas un petit peu dommage, cette fracture de la gauche supplémentaire? Tout d'abord, merci pour vos félicitations. Effectivement, je suis très fier de faire partie de cette liste et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, par rapport à l'état de la gauche, évidemment, quand on est citoyen, militant de gauche engagé comme je le suis depuis de très longues années maintenant, l'état de la gauche inquiète. Quand je dis l'état de la gauche, c'est l'état de la gauche de transformation sociale, tel que vous l'avez brièvement évoqué. Alors, cet état de la gauche... concernant la liste, tout est ouvert. Hein. Pour le moment, il faut savoir que les listes ne sont pas figées, comme je disais. Rien n'est figé, tout est ouvert. Yann Brossat le dit et le répète à longueur de meeting, la main est tendue. Vous avez évoqué France Insoumise, mais également Génération avec Benoît Hamon et pourquoi pas avec les Verts et avec tous ceux qui souhaiteraient aller dans le même sens. Cela étant dit, vous voyez autour de vous et vous écoutez ce qui se passe dans cette pré-campagne, on va dire. Et clairement, la France Insoumise, il semblerait qu'elle ait décidé de faire cavalier seul. Elle y va seule, apparemment. Elle y va seule. Concernant Génération, il y a eu des discussions. Rien n'est figé, rien n'est rompu. Cela étant dit, ce qui ressort des discussions avec les militants, c'est que il faut essayer d'éviter de faire des unions qui seraient des unions par trop artificielles. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des divergences, par exemple avec le Parti socialiste, sur la question européenne, des divergences assez fortes et assez fondamentales. Concernant Benoît Hamon, là aussi, il y a peut-être quelques soucis. Je vous rappelle que le Parti communiste est le parti qui n'a jamais voté aucun des traités qui sont condamnés et combattus aujourd'hui un petit peu par tout le monde. Ce qui n'est pas le cas des futurs partenaires. Le traité de Maastricht, etc. Traité de Maastricht et surtout le traité de Lisbonne qui fait suite et qui remplace le projet de traité constitutionnel de 2005 qui a été rejeté largement par le peuple français à l'issue du référendum. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut l'union, oui, on la recherche, on l'a toujours recherchée. Cependant, il faut quand même faire attention de ne pas faire de la cohérence, on peut dire. Voilà, il faut une recherche de cohérence et les électeurs et les militants ne comprendraient pas qu'on fasse une union avec des gens avec qui on a des divergences très, très, très fortes. Cela étant dit, quand je regarde la composition de cette liste, telle qu'elle est, et je répète comme vous l'avez dit, rien n'est figé, la constitution de cette liste, je m'aperçois que 30% des gens qui y figurent ne sont pas membres du Parti communiste. Ce sont des gens C'est très intéressant ça en effet. Ce sont des gens qui sont issus des luttes sociales, pour la plupart d'entre eux. Le comité de soutien est dirigé par celui qu'on appelait le héros du quand il y a eu les attentats du Cacher. D'accord, oui, voilà, de l'hypercacher. De l'hypercacher, voilà, excusez-moi, je cherche le nom. nom. Non, mais vous avez le droit de chercher vos mots. La Sanabahi. On trouve également... c'est le jeune homme qui a effectivement C'est le jeune homme qui a sauvé les vies en les enfermant et qui a eu la nationalité française. Et qui a eu la nationalité française et en tant que citoyen français, donc, prend ses dispositions et soutient cette liste. Il est président du comité de soutien de la liste de Yann Brossat. On retrouve également Maria Majidi, qui est prix Goncourt du premier roman,
qui est une jeune femme étonnante, qui a fait un discours très remarqué au meeting de Marseille, qui a ému absolument tout le monde, de par son histoire, qui est une histoire à la française, j'ai envie de dire, qui est une des composantes de la France d'aujourd'hui. On retrouve des gens qui ont connu 15 ans de rue, 15 ans à dormir à la rue avant de petit à petit, via le mouvement associatif, trouver leur place dans cette société. Et donc, dans la liste de Yann Brossat, on trouve le champion d'Europe de taekwondo, etc. etc. On trouve un militant également des usines Arcelor à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux. Non, pas du tout dans le nord. Non, pardon, excusez-moi. Du côté de Valenciennes, justement. Et donc, tous ces gens-là ne sont pas membres du parti politique. Ils arrivent... j'ai oublié ce petit gars de Bordeaux qui est extraordinaire, qui est en train de créer une coopérative de livreurs à vélo pour justement se sortir des pattes et des griffes de Uber, et notamment de Uber. Enfin, ce que vous voulez nous dire, et ce qu'on a bien compris, c'est que c'est pas une liste uniforme du Parti communiste français. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le Parti communiste français, quand il était au sommet de ses pourcentages en vote, il y avait une liste communiste, c'était très simple, on prenait dans l'ordre hiérarchique. Mais maintenant, ce Parti communiste s'est transformé considérablement, on peut le dire, et c'est ouvert. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit mot pour les auditeurs. On a déploré le décès de Roland Leroy, ce qui était le directeur de l'Humanité pendant de nombreuses années, qui lui a été d'abord en Normandie, à côté de Rouen, et qui s'est éteint à Clermont-Lérault, donc dans l'Hérault. Donc juste une petite parenthèse pour ce grand monsieur qui était un très grand résistant. Faut pas l'oublier. C'était une parenthèse. Je vous en prie. Et membre de la fédération de l'Hérault du Parti communiste. Bah oui, voilà, puisqu'il a toujours été fidèle. Bon, donc revenons à cette liste ouverte. Oui, voilà, c'est une liste ouverte avec des représentants de ce qu'on a coutume d'appeler la société civile, mais avec des fonctions sociales très, très marquées. Juste une parenthèse sur le Parti communiste. Je pense qu'effectivement, il y a une page qui se tourne, et dans le discours qui est tenu, et y compris dans le renouvellement de ses dirigeants. Le changement du patron, entre guillemets, du Parti communiste, récemment, montre qu'il était le fils d'eux, etc. Là, il y a un renouveau, je trouve, assez intéressant d'un point de vue, même s'il n'est pas encore très connu. Mais puis il y a des jeunes, il apparaît moins, puisque je crois qu'il est député de point de vue de sa formation, il apparaît moins, allez, je ne vais pas être gentil, moins apparatchik que précédemment. Alors, c'est plus un homme de terrain, je veux dire. Donc ça, c'est intéressant, y compris dans ses interventions que j'ai vues récemment sur une des chaînes d'information continue. Il était invité, il a passé 1 heure, et je trouvais que son discours était assez intéressant, justement, dans cette approche du terrain, et de cette sensibilité, ce contact qu'on ne ressentait pas forcément dans ses prédécesseurs. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que sur l'Hérault, vous savez qu'il y a eu un renouvellement assez fort. Nicolas Cossage a 35 ans, le secrétaire de la section de 7 a 35 ans, celui de l'ODEV a 34 ans, et celui de Montpellier doit avoir 32 ans, ou je ne sais même pas. Je ne suis pas sûr qu'il ait 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'il ait à peine 30 ans. Donc il y a des 109. Clara Jiménez, qui est donc notre camarade qui est élu à... attendez, je cherche, qui est élu vers la Mosson, là, ce quartier-là non, pas du tout ce quartier-là. Nous, ce qu'on appelle la Mosson, c'est vers Fabrègue, etc. Ah, d'accord. Je vais retrouver le nom, vous inquiétez pas. Donc, qui, elle, est membre du Conseil national à 25 ou 26 ans, quoi. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a un renouvellement très fort. Confier la tête de liste à Yann Brossat, c'est pas innocent non plus. D'une part, oui, ça marque le renouveau, comme vous le disiez, mais surtout, on salue aussi une forme d'action et d'engagement qui est le sien sur la mairie de Paris, où il a, notamment, vous parliez des migrants, il a quand même ouvert 2 foyers d'accueil des migrants dans le 16e arrondissement de Paris, où certains ont hurlé à la provocation, et puis la cohabitation se passe très bien. Et vous savez qu'il est parti en guerre contre Airbnb, oui. Qui bloque 20 000 logements à Paris. Et quand je dis bloquer, ce sont des logements qui ne sont plus ouverts à la
l'allocation, et notamment l'allocation la plus populaire. Voilà. Ouais, je comprends bien tout ça. Et pour juste une petite parenthèse, vous qui vivez, vous vivez à Sète ? Oui, tout vous à vivez fait. à Sète. Donc, comme je disais, on voit la Méditerranée. Et quand vous voyez l'Aquarius qui est refusé de rentrer dans les eaux territoriales françaises et qu'on n'accueille pas dans les ports, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors ça me fait d'abord un crève-cœur épouvantable et une colère très forte. Un Sétois, comme vous dites, il a toujours un œil sur la mer et il regarde toujours la mer. Mon lycée est sur la plage. Et tout Sétois vous le dira, la vie en mer est sacrée. Dès que vous commencez à grandir, on vous apprend les rudiments de cette solidarité élémentaire. Du marin. Même un pire ennemi, on intervient pour le sauver en mer. Absolument, c'est obligatoire. Et ce sont les conventions internationales qui, pour le coup, ne sont pas respectées. En tant qu'élu, je fais partie de l'association des communes et des territoires accueillants aux migrants. Et une des bagarres que nous menons en ce moment avec le comité Sète Terre d'accueil, c'est justement de promouvoir cette idée de faire de Sète une ville d'accueil, à la fois pour les migrants, mais aussi pour accueillir le successeur de l'Aquarius, puisque successeur il va y avoir. Et ça, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année 2019. Donc il y a clairement un énorme problème de politique nationale, mais aussi de politique européenne sur ce non-accueil des migrants. Et au-delà du non-accueil, c'est le non-sauvetage en mer. C'est du jamais vu. À l'échelle de l'humanité, vous pouvez fouiller, c'est du jamais vu. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on accueillait les ennemis dont les navires étaient coulés. Et puis je crois que vous occupez aussi plus personnellement, plus dans la ville de Sète, de ces migrants qui sont renvoyés chez eux, comme je crois que vous avez eu le cas du petit Sékou, c'est ça ? Alors, Sékou, c'est un nom d'emprunt. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, donc, c'est pour pas donner le vrai nom. Le petit Sékou, il est toujours à Sète. Il est toujours à Sète. C'est une histoire épouvantable. C'est un garçon qui est orphelin de père à 12 ans, qui porte tous les espoirs d'une famille, parce qu'un migrant, c'est aussi l'espoir de toute une famille, et il n'a pas eu... Donc à 13 ans, il n'a pas eu d'autre issue que de quitter la Guinée, de quitter la Guinée, de remonter par le Maroc, l'Espagne, et pour finir à Sète. Pour échouer à Sète, c'est joli d'échouer à Sète. C'est échouer à Sète. Et là, que se passe-t-il ? Il y a ce qu'on appelle les évaluations. Les évaluations pour savoir à la fois la réalité de la minorité de ces jeunes, mais également pour évaluer leurs besoins sanitaires, psychologiques, scolaires, en formation professionnelle, etc. etc. Cette évaluation, elle prend plus ou moins de temps selon les départements. C'est à l'échelle départementale que ça se passe. Sur l'Hérault, c'est entre 6 et 8 mois. Bon, et le procureur de l'Hérault a une suspicion quasi systématique sur les résultats de l'évaluation, des évaluations. Et de façon quasi systématique, il dépose un recours et il réclame un test osseux. Alors les tests osseux sont des évaluations pseudo-scientifiques qui ont une marge d'erreur reconnue de 2 ans. Donc pour déterminer la majorité d'un gamin comme mon élève, on lui fait subir un test osseux au bout de 8 mois avec une marge d'erreur de 2 ans. Ça fait pratiquement 3 ans. Bon, ce garçon a fait appel à la décision. Il y a un deuxième test osseux qu'il a déclaré mineur. Le premier l'avait déclaré majeur et il a été condamné, on va dire, au bénéfice du doute, si on peut parler comme ça. Et ça, c'est quand même très inquiétant parce que ça montre une dérive. Et puis où est notre terre d'accueil ? Voilà, de notre fonctionnement. Alors ce garçon, on a réussi à négocier, parce qu'il a été condamné à 3 mois de prison ferme. Hein. On a réussi à négocier, enfin pas nous les enseignants directement, mais via les services sociaux, les associations, de façon à ce qu'il finisse son année scolaire à Sète, au lycée Joliot-Curie, mais on est dans l'expectative la plus totale en ce qui concerne septembre. On ne sait rien pour septembre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour lui. Voilà donc un cas concret de votre engagement, vous, par rapport à cette politique ou cette non-politique de l'immigration en Europe et dans notre beau, joyeux pays, la France. Pour les migrants, c'est un joyeux pays, n'est-ce pas ? On est envahi,
c'est ça, envahi par des vagues successives. Et bien, figurez-vous que oui, parce qu'on a eu des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, puisque votre épouse, je crois, est d'origine portugaise, non? Absolument pas. Non, mais elle est professeure de portugais. Elle est d'origine sétoise, donc à moitié italienne, à moitié espagnole. Donc elle a un peu de voilà. tout. Donc, écoutez, oui, elle est donc d'origine à la fois espagnole, italienne. Normale, sétoise. Donc sétoise, née en Algérie, professeur de portugais. Et j'ai épousé la Méditerranée. Ben voilà, une seule personne, vous avez eu droit à la Méditerranée. Tout est parfait. Bon. Et mes enfants et mes petits-enfants sont les plus beaux du monde, évidemment. Bon, alors on va peut-être revenir un peu plus sur les Européens. Juste une remarque, quand on sait que 80% ou 90% de la population sétoise a une ou deux ou trois générations est une population immigrée. Donc ce rapport avec ces migrants, ça paraît presque paradoxal qu'il n'y ait pas de réaction, en tout cas officielle, de la part de la municipalité. Et l'autre, moi j'ai un souvenir comme ça, mais d'histoire, je n'étais pas né à cette époque-là, mais c'est de Sète qu'est parti le bateau Exodus. Donc, avec... je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais quand je pense qu'on a refusé que le bateau puisse débarquer les Juifs qui avaient échappé à la mort dans les camps de concentration, ces gens ont été ramenés, et ramenés où? En Allemagne, ce qui est absolument abominable. Enfin, je ferme la parole. Heureusement, peut-être que l'Europe devrait pouvoir permettre... que ça ne se reproduise plus. Que ça ne se reproduise plus. Mais ça, on le voit, hélas, avec le retiré du pavillon de navigation de l'Aquarius. Absolument. Là, l'Europe ne montre pas son bon visage. Et puis, il y a maintenant, avec les nouveaux dirigeants dans les différents pays européens. Jean-Pierre, je vous laisse la prochaine question. Oui, alors ce que je voudrais, c'est peut-être qu'on parle un petit peu de l'Europe. Quelles sont, à votre avis, les grandes lignes du programme que le Parti communiste, que la liste dans laquelle vous êtes, va défendre au niveau européen? Quelles sont les lignes forces, disons? Au-delà de ça, le slogan de notre liste, c'est pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. Alors, il est bien évident que nous, ce que nous condamnons avec force et détermination et conviction, c'est toute la dérive qu'il y a eu dans la construction européenne à partir des années 80 et à partir notamment du libéralisme triomphant. C'est-à-dire où l'Europe a été placée sous l'égide des marchands et des financiers et non pas sous l'égide des peuples. Il y a eu une bascule qui s'est opérée très vite par rapport à ce qui était le vieux rêve de Victor Hugo ou le vieux rêve d'Aristide Briand. Ou même des fondateurs ou même éventuellement des fondateurs où on pensait l'Europe en termes de coopération entre les peuples et où on est arrivé à cette Europe finalement de la concurrence libre et non faussée dont chacun sait qu'elle ne fonctionne pas. Et qu'on est... Enfin, à chaque fois qu'on a essayé de transformer un service public, par exemple, on est arrivé à une situation d'oligopole et tous les objectifs affichés se sont révélés faux et c'est le contraire qui s'est produit. Donc défense du service public est parmi les grandes... Alors d'abord défense des gens et à savoir défense du pouvoir d'achat, défense de la protection sociale, bien évidemment défense des services publics, mais aussi pour revenir à la question précédente, plaider pour une Europe plus accueillante et une Europe qui soit capable d'intégrer un petit peu cette problématique des réfugiés. Tout à l'heure, vous parliez de vagues en évoquant la situation sétoise. Là, si on regarde bien, par rapport aux vagues qu'on a connues... vous n'êtes pas submergé. Et en ces temps de commémoration de la retirada espagnole. Ouais. Bon, on est très loin de ces problématiques-là. La seule chose qui pose problème en Europe aujourd'hui, c'est pas les migrations, c'est la politique migratoire ou la non-politique migratoire de l'Europe. Voilà. Et ce qui pose problème en Europe aujourd'hui, c'est également cette montée des extrêmes xénophobes que l'on voit un petit peu partout. Vous avez un maire pas loin de chez vous, à Béziers, me semble-t-il, qui, lui, voyait des migrants arriver en wagon de partout dans sa ville. Vous vous souvenez de ça, Jean-Pierre? Oui, il y avait une superbe affiche avec un train oui, c'était très ambigu. Très ambigu. Très ambigu, oui. Mais
C'est vrai que ce problème, vous parliez disons, du poids de la finance maintenant dans la gestion européenne. C'est vrai que si on regarde simplement le rôle et le fonctionnement de la Banque européenne, la Banque centrale européenne, c'est absolument inversable. Les États ne peuvent pas emprunter auprès de cette banque. En fait, ce sont les banques qui obtiennent des taux absolument ridicules. Les banques privées obtiennent des prêts auprès de la Banque centrale européenne, et ce sont les banques qui renégocient les taux auprès des États. C'est absolument invraisemblable. C'est vraiment le règne de l'argent, quoi. C'est, me semble-t-il, le problème numéro 1 aujourd'hui, et la première chose à laquelle il faudra s'attaquer avec une majorité de gauche, je l'espère, au Parlement européen, c'est ce rôle de la BCE, de la Banque centrale européenne. Quand vous parlez de prêts bonifiés, etc., en 2008-2009, après la grande crise financière, ça a été 3 000 milliards de cadeaux, 3 000 milliards d'euros de cadeaux qui ont été donnés aux banques. Pour pouvoir se refaire une santé. Voilà, pour pouvoir se refaire une santé. Et avec cette santé retrouvée, on a mis en place un système de prêts... Des taux très réduits. De prêts profilés, on va dire. C'est-à-dire que l'Allemagne avait des taux, où les banques allemandes avaient des taux très avantageux. Quasiment zéro. Et la Grèce, par exemple, se retrouve avec des taux d'usurier, à plus de 23%. Donc, nous, on estime que cette politique de la Banque européenne, elle doit être complètement revue, remise à plat, complètement, et que cet argent-là, qui a été distribué sans contrepartie aucune... non, je veux dire que quand on aura distribué l'argent, les banques ne sont pas empressées de nous en redonner. Bien sûr que non. Je pense qu'ils ont continué bien sûr que non. Nous, on estime qu'on aurait peut-être, et c'est le rôle un des rôles que l'on entend faire jouer à cette Banque centrale européenne, on aurait peut-être pu développer des services publics là où il n'y en avait pas, là où il n'y en avait pas assez, là où ils étaient en difficulté. Parce qu'on a montré les services publics un petit peu partout en Europe, mais je crois qu'il faut aussi balayer un peu devant notre porte. Regardez l'état de l'hôpital public. Sur la seule ville de Sète, en ce qui concerne l'éducation nationale, depuis 2007, on a supprimé 125 postes d'enseignants à effectifs constants. Les effectifs n'ont pas bougé. 125 postes d'enseignants. Alors là, ce ne sont pas les politiques européennes, mais on est dans cette même logique... Du profit, quelque part. Dans cette même logique de casse et de destruction des services publics. La BCE, effectivement, doit retrouver un rôle et être au service des peuples, encore une fois, et non pas au service des financiers et des banques. C'est vrai, mais c'est vrai que la banque telle que la Banque centrale européenne, la BCE telle que vous la définissez, ça peut être aussi un instrument fantastique de lutte contre la fraude fiscale. Parce que, effectivement, pour pouvoir faire des prêts auprès des banques, elle est obligée d'avoir des critères d'évaluation et du pourquoi une banque fait un emprunt, etc. Et elle sait immédiatement si effectivement cette banque s'adonne, comme toutes les banques d'ailleurs, il faut bien le dire, à un système de fraude fiscale, de paradis fiscaux, etc., etc. Et donc elle a les moyens effectivement de contrôler normalement ce genre de choses. Alors là, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une émission de 2 heures, de 3 heures, mais effectivement, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est énorme en ce moment en Europe. C'est 1 000 milliards par an de fraude fiscale. On est à 100 milliards par an au niveau national. Au niveau européen, on est à 1 000 milliards. Et on a mis qui à la tête de l'Europe? On a mis le gars qui est chef du gouvernement du Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Donc on se retrouve avec des paradis fiscaux au cœur même de l'Europe. Et on se retrouve avec, à la tête de la Commission européenne, Monsieur Juncker, qui non seulement a présidé aux destinées du Luxembourg, mais qui en plus s'est fait prendre avec les doigts dans le pot de confiture dans les Luxembourg Leaks, c'est-à-dire des avantages fiscaux extraordinaires. On a appris tout récemment, là, au moment des fêtes, que M. Carlos Ghosn n'avait aucun problème de fiscalité en France puisqu'il payait ses impôts en Hollande, etc. etc. On peut en dire beaucoup. Donc l'Europe aurait peut-être ce rôle que vous souhaitez, je suppose, fédérer un peu toutes les pays. Peut-être ça permettrait à Renault, qui est quand même une marque de voitures françaises, d'être rapatrié de la Hollande en France, par exemple. Alors ça permet. Alors là, il y a plusieurs sujets qui s'entrechoquent, mais qui effectivement, vous avez raison, qui sont quand même très liés. Vous savez que Yann Brossat, Marie-Pierre Vieux, qui est notre députée européenne de circonscription, puisqu'à l'époque c'était encore des circonscriptions,
sont allés rencontrer Google, la direction française de Google. Alors Google leur a dit deux choses. Écoutez, nous on fait rien de malhonnête, hein. on fait tout dans la légalité. Et il dit oui, effectivement, on paye pratiquement aucun impôt en France puisque tout est rapatrié. Tous les bénéfices sont rapatriés sur l'Irlande, qui est membre de l'Union européenne et qui est aussi un paradis fiscal. Voilà, et puis donc on fait rien de mal, tout est légal, mais le jour où on nous demandera de payer des taxes, on les paiera, il n'y a pas de souci. Et il dit, deuxième chose qui nous gêne un peu, c'est que en dehors de l'Union européenne, votre propre gouvernement nous reverse le CICE, c'est-à-dire qu'on fait un cadeau fiscal à des gens qui ne payent pas d'impôts. Et il dit, mais le CICE, nous on ne le demande pas. Il dit, on nous l'octroie sans nous le demander. Donc si effectivement, quand on dit il n'y a pas d'argent, clairement, en cherchant un petit peu, et pas très loin, sur une harmonisation fiscale, sur une justice fiscale et sur un peu plus de volonté d'utiliser cet argent pour les gens et non pas pour les multinationales, on arrive clairement à financer tous les projets qui sont les nôtres. On voit bien déjà une bonne partie de votre vision de cette Europe qui n'est pas celle qui est actuellement en place. On va reprendre notre conversation après une petite pause musicale, histoire de faire souffler tout le monde autour de cette table et puis de l'autre côté des ondes. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh yeah. Et écoutez, on est de retour dans les studios de Divergence FM. On a le plaisir de recevoir un candidat du Parti communiste français, mais comme il le disait très justement lui-même, une liste ouverte. On n'est pas dans uniquement ceux qui ont une carte qui peuvent être sur cette liste, loin de là. Alors, candidat aux élections européennes, puisque avec Jean-Pierre Foubert, on fait le tour de l'Europe, entre guillemets, sans bouger de notre petit studio du 24 boulevard Pasteur. On va reprendre notre conversation, on peut dire, plus qu'une interview, avec vous. Et sont des grands, on va aborder quelques peut-être grands sujets qui vous ont marqué récemment, des changements politiques, des choses comme ça. Et puis après, on terminera la deuxième partie de cette émission
plus dans le côté local. On verra peut-être en projection vers les municipales de 2020 à 7 et ailleurs, à Béziers, à Montpellier. Enfin, je suppose que tout ça, ça vous intéresse. Jean-Pierre Pourbert, on commence par revenir vers le monde, peut-être. Oui, ou peut-être un peu boucler la boucle sur l'Europe. On a parlé de la Banque Centrale Européenne, du rôle de la finance dans cette gestion européenne actuelle, où manifestement vous avez des critiques assez fortes, même très fortes à formuler. Moi, je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui est le problème de l'harmonisation. Alors, on a parlé de la finance. Je pense que vous avez sans doute une opinion sur la nécessité qu'il y aurait d'harmoniser non seulement les phénomènes financiers, fiscaux au niveau de l'Europe, et puis l'harmonisation au niveau social, c'est-à-dire le fait que les directives qui sont appliquées actuellement en Europe sur les travailleurs détachés, etc., il y a des débats actuellement, des réformes qui sont en cours, mais ça va très très lentement. La fameuse directive Bolkestein qui permet à quelqu'un d'employer à temps plein un ouvrier et en ne le payant que sur la base de la rémunération qu'il pourrait avoir dans son pays et avec des droits sociaux de son pays. Et tout en travaillant normalement en France ou ailleurs. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes. Donc moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle harmonisation, souhaitez-vous une harmonisation et quelle harmonisation, quoi? Harmonisation, oui. De toute façon, vous l'avez dit dans votre présentation, on peut difficilement faire autrement. L'harmonisation sociale, en tout cas, ça doit être une harmonisation sociale par le haut. Et clairement, on s'est prononcé dès le début de cette campagne pour une sécurité sociale européenne. Voilà. Harmonisation également. Ça, c'est très intéressant, parce que je crois que c'est la première personne qui nous parle de cette sécurité sociale européenne. Voilà. Quand on dit harmonisation par le haut, c'est qu'on prend finalement ce qu'il y a de mieux dans chacun des États membres de l'Union européenne, et c'est ce mieux que l'on applique pour l'ensemble. Création également, c'est dans notre programme, clairement, d'un SMIC européen. Alors là, on entend dire, c'est pas possible, on ne va pas y arriver, les niveaux de vie sont extrêmement différents. Cela étant dit, je suis allé vérifier avant de venir ici, quand je regarde les salaires des députés européens, d'où qu'ils viennent, le salaire est exactement le même. Alors ça serait possible pour les députés, ça ne serait pas possible pour les salariés. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'on peut arriver à une harmonisation, une augmentation des salaires généralisée sur l'ensemble du pays. Globalement, je crois que, vous savez, il y a un de mes vieux profs de fac qui est décédé cette année. De Toulouse, donc. De Toulouse, oui, Bartholomé Benassar, avec qui je n'étais pas toujours d'accord sur tout, mais là, il me disait, tu sais, quand on agite des petits drapeaux et qu'on met les peuples en concurrence, ça finit toujours par du sang et des larmes. Et je crois que c'est toujours vrai. Je crois qu'aujourd'hui, si on a cette crispation en Europe, autour notamment de cette montée de l'extrême droite et cette montée des populismes, notamment en Europe de l'Est, c'est aussi parce qu'il y a une mise en concurrence depuis la directive Bolkestein, mais pas simplement. On est passé, comme vous l'aviez très bien dit dans votre présentation générale, d'une Europe des coopérations à une Europe des concurrences. Et là, moi, je suis très inquiet quand je vois, et je pense que c'est cette voie, ce choix d'Europe qu'il faut absolument changer. Alors, il va falloir clairement établir aussi une liste des paradis fiscaux en Europe. Ça ne peut pas durer. C'est plus possible de voir des PDG ou des entreprises qui gagnent l'argent dans un pays et qui payent les impôts dans l'autre. La proposition que l'on fait, elle est claire, elle est simple, elle est nette, elle est précise. C'est tout argent toute richesse produite dans un pays doit d'abord bénéficier à ce pays et ensuite redistribution européenne dans le cadre du budget européen. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pour une harmonisation également des taux d'imposition et notamment sur les sociétés ? Alors, les taux d'imposition, alors nous on va au-delà des taux d'imposition. On est sur les multinationales, on est pour un prélèvement à la source. Là aussi, ça marche très bien. Ça marche très bien chez les particuliers. Chez les profs, en tout cas, ça s'est fait en douceur. Voilà. Bon, on a été un petit peu surpris quand on a reçu notre premier salaire. Mais voilà, ça se fait chez les salariés. Ça peut très bien se concevoir sur les multinationales. Tout ce qui est... et Google, par exemple, on leur a exposé clairement notre projet en disant tout bénéfice que vous faites en France doit être imposé en France. Voilà. C'est pas compliqué et ça me semble être un petit peu la règle. Même en Europe, comme vous disiez, si on harmonise.
Oui. En Europe. Alors, vous parliez du souci d'harmonisation des taux. Alors moi, ça, c'est je pense qu'il faut une grande refonte fiscale au niveau national et au niveau européen. Là, c'est une question qui est déjà un petit peu technique, qui me gêne un peu dans la mesure où je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais par contre, c'est que quand je vois les pays où l'extrême droite est forte, quand je vois l'Autriche par exemple, où on a une extrême droite qui est carrément au pouvoir, qui est dans la coalition, je vois qu'on a voté la semaine de 60 heures. Quand je vois l'extrême droite en Hongrie, on a voté la flat tax. C'est-à-dire tout le monde paie la même taxe, que l'on soit riche ou pauvre, tout le monde paie le même taux. Il n'y a pas de taux dégressif ou de taux un peu supérieur pour les gens qui sont très riches. Et quand je vois Mme Le Pen, alors je ne sais pas si Mme Jamais vous en a parlé la semaine dernière, mais elle s'est clairement prononcée contre une hausse du SMIC. Voilà. Donc, mais je me dis quand même que cette Europe des peuples, cette Europe des salariés, cette Europe des travailleurs, cette harmonisation sociale, elle est plus que nécessaire et c'est ce à quoi on va travailler, on va s'engager à construire. Jean-Pierre Foubert, c'est vrai que cette Europe, elle est un petit peu bizarre parce que chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin et puis on se réunit de temps en temps à Bruxelles et ouais, c'est un peu ce qu'on ressent, quoi. Oui, donc, moi je vois les taux d'imposition sur les sociétés en Irlande. C'est la moitié du taux d'imposition en France. Si je suis patron avec un certain volume, disons, au niveau du salariat, je vais avoir tendance à aller m'installer en Irlande. En Irlande, comme Ryanair, plutôt que de rester en France. C'est pour ça que, par exemple, Google est installé en Irlande. Est installé en Irlande et on sait très bien comment il fait. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices qui sont faits sur Google France, mais les services qu'il demande pour gérer l'entreprise, etc., c'est à sa base irlandaise qui lui facture à des taux absolument invraisemblables, qui fait qu'ils font diminuer artificiellement les bénéfices et qui font que en France, Google paie peu d'impôts. Mais quand on pense que Total, qui est quand même une société française, paie 0 € d'impôts en France, alors qu'ils font des milliards de bénéfices à l'extérieur. Donc c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment un travail à faire qui va d'harmonisation au niveau européen. Complètement. Alors moi je vous l'ai dit, il faut clairement lister où sont les paradis fiscaux en Europe et dans mon esprit l'Irlande et le Luxembourg en font partie. Il y en a encore d'autres. Et il va falloir effectivement arriver à gérer tout ça. Le mécanisme que vous décrivez de Google est absolument scandaleux. Il faut y mettre fin clairement très vite et tout de suite et dès la prise de fonction du nouveau Parlement européen. Donc on a ce besoin absolu effectivement d'harmoniser. Alors la question technique à la décimale près, ça je ne peux pas vous y répondre aujourd'hui, mais le principe d'harmonisation fiscale, d'harmonisation sociale, oui, comme il faut absolument abandonner ce principe des travailleurs détachés, ce système de la directive Bolkestein que vous évoquiez tout à l'heure, et clairement il faut sortir de ce système et partir du principe que tout Européen a les mêmes droits s'il souhaite travailler dans un pays ou dans un autre, mais au même tarif et avec les mêmes conditions, c'est-à-dire les mêmes reversions. Aujourd'hui, un travailleur déplacé reverse ses cotisations sociales, enfin l'entreprise en tout cas, reverse les cotisations sociales dans son pays d'origine. Oui. Bon, voilà, donc tout ça, effectivement, ne peut fonctionner qu'avec une harmonisation, et je répète, nous sommes pour une sécurité sociale européenne, et nous sommes pour un SMIC européen, et nous pensons que c'est tout à fait possible. Alors, pour revenir aux européennes, la liste qui semblerait, enfin les deux listes qui sembleraient en tête, c'est celle de la République en marche et celle du Rassemblement national. Ce sont des sondages, nous sommes bien d'accord. Et puis il y a l'ombre de la très forte abstention qui plane autour de cette élection, comme souvent c'est le cas. Alors qu'est-ce que vous diriez, vous, pour que les gens se mobilisent et aillent voter ? Et deuxième question, on parlera peut-être un peu de notre président de la République qui transforme cette élection en une sorte de plébiscite, entre guillemets, comme dit Jean-Pierre, un plébiscite à l'envers, entre moi ou le chaos. Oui, c'est assez bien résumé. On a l'impression, effectivement, et tout y concourt, que
on va assister à un duel entre les libéraux, représentés par Macron, qui se présente comme le seul pro-européen, et les anti-européens, représentés par la liste du Rassemblement national et par Mme Le Pen. Bon, bien évidemment, nous souhaitons absolument sortir de ce schéma, et nous sommes absolument convaincus qu'il y a une troisième voie, qui est cette voie sociale, cette voie des peuples, cette voie des salariés, cette voie des travailleurs, qui est une voie... qui est une voie également de paix, d'Europe solidaire, comme je l'ai dit, et d'Europe accueillante, hein, parce que cette problématique, il me semble que des réfugiés, il me semble qu'on l'a un petit peu oublié. Bon, les sondages, effectivement, les sondages sont ceux qui sont. Vous savez... Il n'y a pas de liste constituée vraiment, il ne faut pas oublier ça aussi. Pour le moment, on sait qu'il y aura la République en marche, on sait qu'il y aura le Rassemblement national, probablement la France insoumise, mais après, il y aura combien de listes ? On ne sait pas. Il y aura... Donc c'est difficile de savoir exactement. Enfin, nous, alors vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que notre parti avait 100 ans. Oui. Donc 100 ans, et dans ces 100 ans, il y a eu des périodes extrêmement dures. Wow. La crainte, la peur et le renoncement, c'est pas le genre de la maison. Je veux dire, on est là, on va continuer à se battre. Ne serait-ce que la résistance. Voilà, avec la période de la résistance. Bon, FTP. Concernant l'Europe, moi je vois les gens qui aujourd'hui se découvrent des vertus peut-être un peu populistes, peut-être un peu critiques vis-à-vis de la direction prise par l'Union européenne. Moi, je rappelle simplement que nous avons toujours voté contre ces traités libéraux. On a toujours dit oui à l'Europe des peuples. Les propositions que je porte aujourd'hui sont clairement des propositions de solidarité et de développement à caractère éminemment social. On peut parler également de paix, volonté de paix. Si vous voulez, on en dira un petit mot tout à l'heure. Mais notre liste est une liste qui ressemble à la France d'aujourd'hui. C'est une liste des gens, c'est une liste de gens qui ont des fins de mois difficiles, des gens qui ont eu la galère. Vous avez vu ce phénomène des gilets jaunes, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, vous avez vu, je ne parle pas des dérives. Alors, parce que juste un mot sur les gilets jaunes, on va en parler si vous voulez un petit moment. Quand on sait que dans le mouvement des gilets jaunes, au départ, 75% des gens qui participaient, c'est un sondage là aussi, n'avaient pas participé à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce mouvement des Gilets jaunes, même si il s'essouffle, ce qui est normal, hein, ça faisait 16 rassemblements, 16 samedis de suite que les rassemblements avaient lieu, est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen de ramener les gens aux urnes? Écoutez, la politique. Voilà, nous sur cette liste, hein, la deuxième, hein, celle qui est juste après Yann Brossa, c'est une ouvrière du textile de Pau du Nord qui est intervenue dans le film de François Ruffin, Merci patron. Si elle est élue, ça sera la première fois depuis 1979 qu'il y a une ouvrière au Parlement européen. Ça sera la seule ouvrière qui aura jamais été au Parlement européen. Voilà. C'est peut-être pas la peine. Hein. C'est peut-être pas la peine d'écrire des thèses et de faire des milliers de recherches pour s'interroger sur le désintérêt croissant des Français pour la chose politique et électorale si on ne met pas des gens qui ne leur ressemblent pas. Qui le représentent vraiment. Voilà. Donc Yann, hein, qui a eu la charge de sonder un petit peu tout le monde, à la fois dans les régions et dans la société française, a essayé de mettre en place cette diversité. Sur cette liste, vous avez un gilet jaune qui a été très médiatisé, puisqu'il était champion d'Europe de taekwondo. Et il est allé recevoir sa médaille d'or avec son gilet jaune. Il est 4e sur notre liste. Hein. Vous avez donc la jeune femme dont je parlais, Elina Dumont, qui, elle aussi, est issue du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, moi, il est extrêmement complexe, vous avez raison de le dire. Moi, je l'ai observé dans un premier temps, avec interrogation, circonspection, on va dire. Et puis, petit à petit, j'ai vu évoluer les revendications de ces gens. Les revendications, c'est le pouvoir d'achat, le retour aux services publics, hein, et on pourra peut-être dire un mot des services publics, et faire entendre la voix du peuple. Alors, si ce mouvement permet à ces gens à la fois de retrouver le goût de la revendication, le goût de la bagarre, nous on leur dit, nous on est là. Et le goût de la politique. Et le goût de la politique, on leur dit, nous on est là,
on n'a jamais baissé les bras. Comme je disais tout à l'heure, la peur, la crainte et le renoncement, c'est vraiment pas le genre de la maison. Nous, on est toujours dans la bagarre et ça fait 100 ans que ça dure. Et je parie que ça va durer encore quelques temps. Alors, il y a eu de très nombreux contacts. Je suis par ailleurs membre de la CGT. Il y a eu de très nombreux contacts entre la CGT et les Gilets jaunes. Nous savons, à cette radio, on a reçu en même temps, vous vous rappelez, la CGT et les Gilets jaunes. Notre journaliste avait mis ensemble ces deux personnes qui ont trouvé des terrains d'entente évidents. Et évidemment, on a effectivement, au niveau populaire, on a des revendications. Alors, malgré les dérapages qu'on a pu entendre, etc. Voilà, donc on est, me semble-t-il, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à l'image de la France, quoi. De la France d'aujourd'hui, en tout cas, dans sa diversité, mais aussi dans sa diversité culturelle, sociale, professionnelle. On a également sur notre liste Anthony Gonsalves, qui est cancérologue à Marseille, et qui, lui, se bagarre pour un service public européen du médicament. Voilà. Jean-Pierre Foubert, donc on cerne le programme de cette liste. Nous, ce qu'on a toujours un peu peur, c'est que vous n'arriviez pas, si vous vous présentiez seul, à atteindre des chiffres suffisants pour avoir quelques élus. Hein. C'est ça qu'on se dit. C'est pour ça qu'on est toujours en train de se poser cette question. Et puis aussi, il ne faut pas négliger le remboursement de la campagne aussi. Hein. Ce n'est pas négligeable. Et ils ont fixé, je crois, à 3%, c'est ça? C'est 3%, oui. Pour se faire rembourser. Et 5% pour avoir des représentants. Avoir un premier élu. Donc c'est vrai que par rapport à ces deux grands blocs, on va faire simple, je vais très simple. La République En Marche, le Rassemblement National, quels vont être les autres élus de la France au Parlement européen? C'est ça qu'on se pose comme question. Bien sûr. Si on en reste là. Moi, j'aimerais peut-être discuter de l'Europe et vous demander un petit peu votre avis sur le Brexit. Parce que c'est un des partenaires européens qui s'en va. Alors, va-t-il définitivement partir? Ça, c'est autre chose. J'ai lu quelque part qu'il y avait 800... accords qu'il fallait démonter avec la Grande-Bretagne et que donc ça va être très compliqué et sûrement très long à résoudre définitivement. Qu'est-ce que vous pensez quelle serait pour vous la bonne solution, c'est-à-dire refaire un référendum dont on sait que probablement le résultat serait l'inverse de celui qui a eu lieu il y a 2 ans, parce que c'est un partenaire non négligeable. Et est-ce qu'il faut, si jamais finalement il y avait un retour aux sources entre guillemets, peut-être faudrait leur imposer d'avoir comme monnaie nationale l'euro, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, moi, c'est un sujet que j'ai abordé assez longuement avec Francis Wurtz, qui sera à 7 le 18 avril. Hein, j'en profite pour l'annoncer. Francis Wurtz, vous savez, c'est l'ancien président du groupe de la gauche européenne au Parlement de Strasbourg, et qui a œuvré pendant 3 mandats, je crois, même peut-être plus. Hein. Donc, Francis Wurtz, qui est économiste de formation, et donc, il est clair que respect du choix du peuple britannique. Hein, les Britanniques ont choisi. Alors moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette affaire, c'est que ce que je vois dans les différents secteurs d'activité, ce que je crains, c'est que ceux qui paient la facture au bout du bout, ce soient les salariés et ce soient les travailleurs. Moi, je revois avec horreur, hein, puisque je fais partie de cette génération qui a foutu les murs par terre. Hein. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a plus de murs en Europe et dans le monde que ce qu'il y en avait à l'époque de la guerre froide. Ça me rend malade. Et l'idée qu'on puisse remettre une frontière entre les 2 Irlandes, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à Vous n'êtes pas le seul, supporter. Je vous rassure. Mais oui, j'espère que les Britanniques aussi vont arriver à... On a fait tomber le mur de Berlin pour reconstruire le mur de Belfast. À gérer ce problème. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un accord, que cet accord soit le moins mauvais possible pour les peuples. Puisque, je dis, moi, ce que je crains, c'est que les financiers vont de toute façon arriver à s'arranger, vont trouver des terrains d'entente, mais qu'il va y avoir des secteurs entiers de l'activité en Grande-Bretagne et en France également.
Et bon, en ayant vécu dans le Nord-Pas-de-Calais pendant 12 ans, je connais les interrelations très fortes qu'il y a avec la Grande-Bretagne, juste à côté. Qu'il y a avec la Grande-Bretagne. Et dans ma famille même, puisqu'il y a des Britanniques qui aujourd'hui se demandent s'ils vont devoir quitter leur lieu de résidence. Leur lieu de résidence. Voilà. Alors tout ça me semble un peu surprenant de notre siècle, j'ai envie de dire, d'une autre époque où on a quand même pu... Vous savez, moi, quand je peux envoyer mes élèves en stage professionnel à l'étranger, c'est une grande joie, c'est un vrai bonheur, quoi. Quand on a profité à l'époque, François Liberty était maire, on a profité du jumelage pour envoyer nos mécanos en formation de nos bacs pro mécaniques, les envoyer chez Audi ou chez Mercedes, c'était extraordinaire. Bon, alors, voilà. Pour les auditeurs, François Liberty était le maire de Sète, qui était membre du Parti communiste. Qui est toujours membre du Parti communiste. Et qui a été député, conseiller. C'est une grande figure du communisme local. Mais vous savez, cette région-là, l'Hérault et plus loin le Gard, a été un fief communiste très important. On pense à Nîmes, qui fut communiste. On pense à Béziers, qui a eu une fois un maire communiste. Balmigère. Vous vous rendez compte ? Alors donc, vous avez des territoires de reconquête, à mon avis, devant vous. Jean-Pierre, on arrive doucement. Et Jean-Luc aussi, vers la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous voulez je voudrais qu'on aborde une question. Les dernières hors antenne, on a évoqué ça, la situation internationale, et notamment le fait que vous reveniez du Brésil, et donc sans doute vous avez pu mesurer l'espèce de bouleversement qui s'est passé au Brésil, pour des raisons, je dirais, institutionnelles ou de constitution, mais quand même c'est rare un peuple qui désigne un dictateur, quoi, démocratiquement. Ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le président du Brésil, il est homophobe, il est raciste, il est misogyne, il est anti-écologiste. Il soutient la dictature des militaires d'il y a quelques années. C'est quand même assez étonnant. Et en plus, il s'est pas caché de ça pendant sa campagne. Donc, et il a eu une majorité assez confortable dans le peuple brésilien, qui en même temps regrettait le fait que Lula ne puisse pas se présenter. Et j'ai vu, je crois que c'est hier à la télévision, les mouvements sociaux qui sont en train de se déclencher, et notamment à l'occasion du Carnaval de Rio, avec des thèmes qui ont été choisis, qui sont des thèmes sociaux contre la politique de Bolsonaro. Alors, Bolsonaro. Ouais. Alors, dans votre énumération des anti de Bolsonaro, vous avez entendu communiste. Il est anticommuniste primaire, secondaire, tertiaire et anti-prof aussi également. Voilà. Alors, je m'inquiète moi-même pour mes prochains séjours au Brésil. Alors, attention, la situation au Brésil, ça vient de loin. Hein, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Il y a eu la destitution de Dilma pour quelque chose qui est absolument futile et pour un prétexte futile elle avait falsifié les chiffres du chômage pour sa campagne électorale, ce qui veut dire qu'en Europe, on n'aurait pas beaucoup de présidents. On n'aurait pas beaucoup de présidents. Donc tout ça a été orchestré de main de maître, et tout ça s'est précipité avec... c'est un coup d'État, clairement. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un coup d'État légal. Et la droite traditionnelle s'est fait vraiment avoir. Et la droite traditionnelle s'est complètement fait avoir, avec un deuxième phénomène qui est l'élection de Trump. Et le tournant de la campagne, c'est évidemment l'interdiction de Lula, l'emprisonnement de Lula, qui est donné archi favori dans tous les sondages. Et qui, selon toute vraisemblance, allait être élu pour un troisième mandat. Une orchestration très très forte. La presse. Une orchestration de la Rede Globo, qui est le mastodonte, le géant télévisuel, qui a mis en avant des problèmes de corruption du PT. Mais le système politique brésilien fait que de toute façon tous les partis sont corrompus. Il n'y a pas de financement des partis, donc dès que le gars est élu, il cherche à financer sa prochaine campagne. Et il y a eu un rejet du PT, je crois qu'on peut dire ça. Non pas, il y avait eu une adhésion à Lula, mais un rejet du PT. Et on trouve des gens qui se retrouvent aujourd'hui un peu avec la gueule de bois. Moi, j'ai vu des homosexuels à Rio, où j'étais donc en janvier. J'étais le jour de la prise de fonction de Bolsonaro. Et qui ont voté Bolsonaro.
en se disant mais si nous emmerdent, on changera. Voilà. Les favelas, je loge dans une petite favela quand je vais à Rio. Les favelas, une partie des favelas qui était la base électorale de Lula, ont voté Bolsonaro aussi. Donc il y a eu un mouvement médiatique porté par l'Église évangéliste aussi. Et là, les médias, voilà. Certains médias. Et le maire actuel de Rio, qui est un évangéliste, trouve que quand même au carnaval, les gens sont un peu trop dénudés, surtout les filles, sont un peu trop dénudés, donc il a réduit de moitié les subventions du carnaval. Et alors c'est Manguera, c'est pas rien, hein, c'est quand même la plus grande école de samba de Rio. Qui a créé une samba, c'est la samba qui revient tout au long du carnaval, qui est à la gloire de Marielle Franco, qui a été assassinée vers le mois d'avril, me semble-t-il, au Brésil, et envers tous les opprimés du peuple brésilien. Donc, il y a le retour de bâton peut-être. Voilà, donc, et le carnaval donne toujours... En Algérie, c'est dans les matchs de football que ça se passe, à Rio, c'est toujours au carnaval que ça se passe. Alors écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Alors merci d'être venu dans nos petits studios de Divergence FM au plein cœur de Montpellier. On n'a pas eu le temps de parler local vraiment, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand arriveront les fameuses municipales où il va falloir renouveler nos premiers magistrats, comme on dit. Hein. Et là, il y aura des choses à dire. Avec plaisir, et on sera là. Du côté de Sète, certainement aussi. Jean-Pierre, on se dit au revoir et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je ne me rappelle plus, nous recevons, je crois... Nous recevons un candidat des Républicains. Des Républicains. Donc vous voyez, vous étiez coincé entre le Rassemblement national et les Républicains. Il a fallu que vous jouiez un peu des coudes pour vous faire de la place. Et tout cela, Française, Français, c'est grâce à vous. Notre route est droite, mais la pente est forte. La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne. La guerre continue. C'est la réforme oui, la chienlit non. La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France. Fais les valises, on rentre à Paris. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Je vous demande de vous arrêter. Nous avons décidé de ne pas mentir. La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet. Ça, c'est une autre façon de faire de la politique. Si vous voulez appeler ça comme ça. Alors, quoi de neuf